t'es déjà peut-être posé la question de ce qu'on pouvait aborder en hypnose thérapeutique ou pas, ce qui était de l'ordre de la thérapie alternative ou plutôt d'ordre médical, que tu sois thérapeute ou simple curieux de ce monde de l'hypnose thérapeutique. Eh bien, cette vidéo est faite pour toi si ce sujet t'intéresse. À tout à l'heure. Eh bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ce sujet intéressant, passionnant, de ce que l'on peut aborder en hypnose thérapeutique ou pas. Ce sont bien souvent des sujets un petit peu controversés parce que certains estiment que certains sujets peuvent être abordés en thérapie par l'hypnose et d'autres considèrent que c'est plus d'ordre médical. Alors simplement, un petit peu comme je le fais habituellement maintenant, je vais regarder sur la littérature scientifique. Eh bien, qu'est-ce que ça dit tout simplement? Donc c'est pour ça, si des vidéos appuyées de faits scientifiques vous intéressent, vous pouvez simplement vous abonner à la chaîne évidemment pour suivre tout ça. Et puis j'alimenterai aussi un petit peu plus souvent l'Instagram de ces faits scientifiques en rapport avec l'hypnose thérapeutique. Je trouve que c'est important quand même de s'appuyer sur tout ça plutôt que de sortir de notre chapeau nos divers points de vue sur tout cela. Comme ça au moins on est carré, on est propre. Ok? Donc j'ai fait ça pour vous, écoutez. Il y a des choses auxquelles je n'avais même pas pensé, qui ressortent dans la littérature, d'autres qui m'auraient semblé plus évidentes. On va essayer de défricher tout ça dans cette vidéo. Tout d'abord, si vous le voulez bien, passons au sujet adapté à l'hypnose thérapeutique, là où il y a des preuves scientifiques, ou en tout cas des preuves d'efficacité, et où il y a une reconnaissance de cette technique. Tout d'abord par rapport à la douleur aiguë et la douleur liée aux procédures pré, per et post-opératoires. L'hypnose réduit la douleur et l'anxiété per-opératoire et peut diminuer la consommation d'analgésiques dans certains contextes. À chaque fois, je vous mettrai l'étude en question en images et je vous mettrai tout ça évidemment en descriptif sous la vidéo, ainsi vous pourrez aller chercher par vous-même si vous voulez aller un petit peu plus loin. Donc ça, je dirais, c'est un sujet quand même, on est habitué maintenant à recevoir des gens pour les douleurs aiguës ainsi que pour les douleurs chroniques. Donc là, ça m'a pas trop étonné finalement que ça ressorte dans les études. D'ailleurs, ensuite, nous avons la gestion des douleurs chroniques. De nombreuses études montrent les bénéfices pour l'acceptation de la douleur, la réduction de l'intensité ou l'amélioration de la qualité de vie. Encore une fois, on n'est pas trop étonné sur ce sujet. Ensuite, nous avons le syndrome de l'intestin irritable. L'hypnose gastro-intestinale a une base de preuves solide pour améliorer les symptômes et la qualité de vie. Alors là, ça m'a un petit peu plus surpris. C'est pas forcément des demandes que j'ai habituellement. Et d'ailleurs, si on me l'avait demandé, j'aurais peut-être eu un doute sur comment je peux aborder ce sujet en hypnose. Mais visiblement, la science ressort que c'est fort efficace à ce niveau-là. Donc à moi ou à vous d'aller gratter un peu plus loin pour voir comment concrètement en hypnose on peut aider ces gens-là, mais sachez qu'il y a des preuves sur ces sujets. Ensuite, nous avons les nausées et vomissements liés à la chimiothérapie. Il y a des preuves systématiques favorables, surtout comme complément aux soins oncologiques. Évidemment, cela ne remplace pas le traitement anti-émétique. Ce n'est qu'une aide. Mais visiblement, encore une fois, il y a des preuves assez solides sur le fait que l'hypnose peut vraiment aider sur ce thème des vomissements et des nausées liés à la chimiothérapie. Encore une fois, je sais pas des demandes que j'ai habituellement. Il me semble que j'avais eu une demande il y a quelques mois de ça que j'avais refusée parce que j'étais pas forcément au fait que scientifiquement c'était prouvé qu'on pouvait via l'hypnose aider pas mal à ce niveau-là. Donc encore une fois, à moi de me renseigner un peu plus là-dessus et de voir comment on peut aborder ça sous hypnose. Ok. Ensuite, nous avons les bouffées de chaleur, notamment liées à la ménopause. La prise en charge non hormonale par l'hypnose est reconnue dans certaines recommandations. Encore une fois, un petit peu de surprise pour ma part, comme quoi les études scientifiques quand même c'est intéressant, hein, ça permet de mettre à jour nos connaissances et de voir ce qui se fait ou pas. Pas forcément une demande que j'ai eue non plus, mais c'est intéressant de voir que on peut encore une fois aider ces sujets-là par l'hypnose et qu'il y a des preuves là-dessus. Donc là c'est vraiment une vidéo où je synthétise les sujets à aborder ou pas. On pourra avoir des discussions après dans les commentaires, mais c'est intéressant de voir que ça ressort à ce niveau-là aussi. Ensuite, nous avons l'anxiété, les phobies, les troubles du sommeil. L'hypnothérapie est utile dans la gestion de l'anxiété, des phobies, des insomnies, en tant qu'outil psychothérapeutique. Voilà, on est un peu moins surpris, enfin c'est vraiment des sujets que moi j'aborde régulièrement, les demandes fréquemment tournent autour de ces sujets-là. Je pense que pour vous aussi si vous êtes thérapeute, donc là, encore une fois,
C'est à peu près clair et ça ressort dans la littérature. Au niveau du sevrage tabagique, les données sont assez variables, mixtes, mais plusieurs études et revues indiquent un potentiel bénéfice quand l'hypnose est combinée avec d'autres approches. Donc là, il y a des études qui prouvent que c'est efficace, mais c'est un peu moins clair que pour l'anxiété par exemple. Donc je pense qu'il y a encore des études à peut-être à sortir là-dessus pour confirmer que c'est efficace. Encore une fois, un peu moins de surprise, hein, c'est des demandes qu'on a très régulièrement dans le monde de l'hypnose thérapeutique. Donc ça ressort dans la littérature forcément aussi. Ensuite, nous avons la préparation mentale avant intervention. Par exemple, accouchement, intervention dentaire, procédure. Il y a une réduction de l'anxiété et une meilleure coopération du patient. Donc ça pareil, c'est des demandes qu'on peut avoir ici et là, moins fréquemment que les sujets d'anxiété ou de sevrage tabagique, mais ça peut être des demandes quand même que j'ai pu avoir aussi. Et on peut se douter que l'hypnose peut évidemment être efficace là-dessus, par phénomène de réduction d'anxiété, de préparation mentale à une intervention. Ça, c'est vraiment les choses que j'ai pu faire ressortir de ma recherche internet, hein. J'y ai pas passé non plus des week-ends entiers, mais rapidement, c'est des sujets qu'on retrouve facilement au niveau de la littérature scientifique. Donc parfois des choses un peu évidentes, parfois un peu moins évidentes comme je le disais tout à l'heure, mais c'est quand même intéressant. Et je rappelle évidemment que tout cela est bien souvent complémentaire à un suivi médical. Ça ne remplace pas forcément totalement ces suivis-là. Ensuite, si vous le voulez bien, passons à ce qui est ressorti de sujets qui sont plutôt orientés sur les prises en charge médicales ou nécessitant un diagnostic et une prise en charge médicale prioritaire. Tout d'abord, évidemment, tout symptôme nécessitant un diagnostic médical. C'est évident, mais c'est bien de le rappeler, comme par exemple une douleur thoracique nouvelle, une perte de poids inexpliquée, des troubles neurologiques nouveaux. Ici, l'hypnothérapeute ne doit pas retarder l'évaluation médicale, c'est évident. Ensuite, nous avons le cancer. L'hypnose peut aider dans certains symptômes, la douleur, la nausée, les vomissements, l'anxiété, mais naturellement ne guérit pas le cancer. Il doit toujours y avoir une coordination avec l'oncologue et un suivi médical. Ensuite, nous avons les psychoses actives ou symptômes psychotiques ou troubles psychiatriques non stabilisés. L'hypnose ici peut être totalement contre-indiqué. Il faut une orientation psychiatrique, c'est assez logique. Ensuite, nous avons les idées suicidaires ou les risques auto-agressifs. Ici, il s'agit évidemment d'une urgence psychiatrique. On ne peut pas faire d'intervention par l'hypnose de façon isolée. Ensuite, nous avons l'épilepsie non contrôlée, ainsi que certaines conditions neurologiques. Il faut de la prudence et de la coordination avec le neurologue. Certaines sources évoquent même une contre-indication ou des précautions à prendre. Voilà les amis ce qui ressort du premier jet de recherche en tout cas sur internet, c'est assez intéressant, des choses évidentes encore une fois, des choses un petit peu moins, mais ça permet de faire ressortir eh bien cette littérature scientifique sur ce qu'on peut aborder de façon assez claire et ce qu'on ne peut pas aborder aussi de façon claire aussi encore une fois. Si on devait résumer, nous n'avons pas le droit de diagnostiquer s'il y a des symptômes inexpliqués par exemple. Il faut informer et coordonner. Quand par exemple l'hypnose est indiquée pour des symptômes liés à une maladie, il est bon de travailler en coordination avec l'équipe médicale. Il est important de connaître évidemment les contre-indications, comme les psychoses, les risques suicidaires, les épilepsies, etc., etc. Et il est bon de se former et de se documenter. C'est ce que je suis en train de faire à travers cette vidéo, afin de garder un bon cadre déontologique. Mais lorsque ces études sont ressorties, j'avais le sentiment qu'il manquait encore quelques éléments, afin de faire un tour un peu plus précis de tout cela, n'est-ce pas? Si par exemple je prends ma carte de visite, moi dessus j'ai marqué sommeil, stress, poids, phobie, tabac, deuil, douleur. Donc déjà il y a quelques éléments qui sont pas ressortis des études. Les gros sujets sont ressortis, hein, ça c'est très bien. Le poids, c'est pas ressorti, gestion du poids. Donc j'ai pas forcément trouvé d'études là-dessus. Peut-être que ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, hein. Mais globalement, quand même, je vois quelques personnes pour ça et ça marche bien dans la gestion du poids, évidemment lié aux émotions. Tout ce qui est d'ordre de non-contrôle sur des prises alimentaires, d'addiction au sucre, au salé ou au gras. Vous voyez ce genre de choses, d'ordre émotionnel, d'ordre comportemental, l'hypnose va être efficace là-dessus. Tout ce qui est d'ordre purement physiologique, purement biologique ou purement hormonal, là, l'hypnose, en tout cas ce que j'en pense, sera évidemment bien moins efficace. D'ailleurs, je refuse en général quand les problèmes de poids sont liés à ça. On va prendre que ce qui est d'ordre émotionnel ou comportemental. Ça paraît assez logique. Qu'est-ce que j'avais encore Les deuils aussi, c'est pas ressorti dans les études, mais évidemment, l'hypnose peut fortement aider à passer le cap d'un deuil. On est dans les émotions. Puis tous les autres sujets sont ressortis. Ensuite, il y a quelques autres sujets qui font parfois débat dans la communauté de l'hypnose. Du coup, je suis allé chercher un petit peu plus loin sur ces quelques sujets-là. J'avais envie d'un peu plus d'informations là-dessus.
Donc là où parfois on est un peu à cheval, on ne sait pas trop est-ce qu'on prend, est-ce qu'on prend pas en tant qu'hypnothérapeute. Voyons voir ce que la littérature nous dit là-dessus. Donc je vous dis, hein, les sujets où je suis allé chercher un peu plus loin, c'est l'alcoolisme, le burn-out, la dépression, l'anorexie, la boulimie. Voilà, je trouvais que c'était intéressant d'aller chercher un peu là-dessus. Qu'est-ce qu'il en ressort? Tout d'abord au niveau de l'alcoolisme. L'hypnose a été utilisée depuis longtemps, mais les preuves robustes sont limitées et parfois contradictoires. Quelques essais cliniques contrôlés existent. Certains montrent un bénéfice limité à moyen terme quand l'hypnose est intégrée à un programme. D'autres ne montrent pas d'effet clair. Les méta-analyses récentes placent l'hypnose comme potentiellement utile en complément, mais pas comme traitement de première intention. Ainsi, la pratique recommandée est que l'hypnose peut être utilisée comme technique complémentaire, par exemple la motivation, la gestion des déclencheurs, la gestion des envies, mais doit être toujours intégrée à un programme de prise en charge, avec médecin, addictologue, psychologue, programme structuré. Il ne faut pas proposer l'hypnose seul en cas de sevrage sévère, car il y a des risques. Il faut ici une orientation médicale urgente. Voilà, je vous mettrai évidemment les sources en description. Pour mon petit commentaire personnel, je dirais que maintenant j'ai toujours un petit appel téléphonique de la personne si elle veut venir me voir, ou au moins un échange par mail. Si je suis pas sûr de moi à ce niveau-là, je ne prends plus évidemment, enfin je ne prends pas les personnes qui ont un rapport à l'alcool sévère, c'est évident et ça ressort dans la littérature, donc c'est très bien. Par contre, si c'est juste que la personne a le sentiment de perdre un petit peu le contrôle en soirée avec l'alcool, vous voyez, là on est vraiment sur autre chose. Là, je peux recevoir et l'hypnose est efficace là-dessus. Ça dépend du degré en fait, du degré de dépendance à l'alcool, comment la personne se sent avec ça. À nous de faire le tri et d'être assez intelligent pour savoir ce qu'on peut prendre ou pas. Concernant le burn-out, ou autrement appelé l'épuisement professionnel, que dit la littérature? Il y a relativement peu d'essais contrôlés pour le burn-out. Les revues sur l'effet de l'hypnose sur le stress perçu trouvent des résultats hétérogènes et souvent de qualité méthodologique limitée. Certaines études suggèrent une amélioration de l'anxiété et du stress perçu. D'autres non. On manque d'évidence solide, ciblée sur le burn-out. Ainsi, la pratique recommandée est que l'hypnose peut être utilisée pour réduire l'anxiété, améliorer la récupération, le sommeil et la gestion du stress, en complément d'interventions organisationnelles, de psychothérapie et parfois d'un bilan médical ou psychiatrique si les symptômes sont sévères. Ainsi, pour le burn-out, la priorité est aux approches multidimensionnelles. L'hypnose seule est insuffisante. Bon, encore une fois, là on est un peu sur de la logique hein, dans tout ce que je viens de dire, et à nous de voir aussi à quel niveau se trouve la personne si elle nous contacte. Ça m'est déjà arrivé, je dirais, dans les deux cas. Bon, c'est comme ça qu'on apprend aussi, mais j'avais déjà eu un cas où l'épuisement, pas que professionnel, mais l'épuisement global de la personne était beaucoup trop élevé pour ce que moi je pouvais lui apporter. Nous avons fait une séance et bon, j'ai vu tout de suite que là, clairement, c'était pas forcément pour moi, qu'il fallait un suivi pluridisciplinaire pour aider cette personne. Toutefois, elle m'avait répondu à mon SMS pour savoir comment elle allait. Sa réponse fut qu'elle allait pas beaucoup mieux et qu'elle allait justement probablement devoir suivre un parcours médical pour ça. Et c'était assez évident lorsque je l'ai reçu. Donc maintenant, encore une fois, j'ai un tri beaucoup plus précis à travers un échange téléphonique. Si la personne est en fin de burn-out, par exemple, que ça va déjà beaucoup mieux suite à un suivi médical, moi je peux la recevoir pour affiner un petit peu la réduction du stress, de l'anxiété suite à ce passage-là, par exemple. Ou alors si c'est un début de stress professionnel pour savoir faire les bons choix, pour passer à l'action, là on peut intervenir aussi là-dessus. Mais si on est vraiment profondément dans le burn-out, là on va être fort limité. Ce sera uniquement en complément d'un accompagnement, comme je le disais, multidimensionnel, pourquoi pas en coordination avec le corps médical. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Ensuite, passons à la dépression, si vous le voulez bien. Il y a des revues systématiques récentes montrent que des interventions basées sur l'hypnose indiquent une possible réduction des symptômes dépressifs. Mais la qualité des preuves est faible et l'hétérogénéité des protocoles empêche d'en faire une recommandation forte. Une revue systématique de 2024 conclut à des preuves de très faible qualité. L'hypnose peut aider, mais il faut des études bien plus rigoureuses. Ainsi, la pratique recommandée est que pour une dépression légère, l'hypnose peut être proposée en complément d'approches psychothérapeutiques validées, comme les TCC, et en discussion avec le patient. Pour les dépressions modérées à sévères, il faut une orientation psychiatrique et un traitement médical, en tout cas avant ou simultanément à toute hypnothérapie. Ça paraît assez logique quand même tout ça, hein. Lorsqu'on a quelqu'un qui est dans un état dépressif léger, nous on va pouvoir l'aider hein, à ce niveau-là, un niveau de stress élevé, etc. Mais quand on arrive dans des choses beaucoup plus sévères, avec idées suicidaires ou troubles psychotiques même, pourquoi pas, ou des choses, vous voyez, bien plus intenses, bien plus profondes,
Là, forcément, on va passer sur quelque chose de beaucoup plus médical et pourquoi pas, en complément, faire de l'hypnose avec accord de l'équipe médicale, en tout cas en lien avec eux. Voilà ce que l'on peut dire encore une fois. Passons ensuite à l'anorexie mentale. La littérature sur l'usage de l'hypnose dans l'anorexie est ancienne, très hétérogène et en majorité peu concluante. Quelques études et rapports cliniques montrent des améliorations ponctuelles sur l'anxiété ou l'acceptation corporelle, mais pas de preuves solides permettant de recommander l'hypnose comme traitement principal. Les recommandations internationales préconisent des prises en charge pluridisciplinaires: nutrition, médecine, psychiatrie, thérapie familiale ou spécialisée. L'hypnose n'y figure pas comme un traitement principal. Ainsi, la pratique recommandée est qu'il ne faut pas utiliser l'hypnose comme un substitut d'une prise en charge médicale ou psychiatrique. L'anorexie peut être médicalement dangereuse. Par exemple, la déshydratation, les troubles électrolytiques, la bradycardie. L'hypnose peut être un complément sur l'anxiété, l'image de soi, uniquement si le patient est suivi par une équipe spécialisée et que l'état médical est stabilisé et surveillé. On est dans le bon sens, n'est-ce pas? J'ai déjà eu des demandes pour ce genre de pathologie aussi, mais après discussion, c'était plutôt... c'était pas forcément une anorexie sévère, c'est la personne qui mettait ce mot anorexie sur ce qu'elle avait, plutôt une difficulté de rapport à l'image de soi. Donc là, nous, on peut intervenir, mais quand on est dans une vraie anorexie mentale, ce qu'il en ressort, bah là, c'est que clairement, c'est pas pour nous. Ou alors en accord, comme le dit la science, avec l'équipe pluridisciplinaire si c'est stabilisé et que c'est surveillé derrière. Donc attention, précaution avec cela. Passons, si vous le voulez bien, à la boulimie. On peut appeler ça aussi la boulimie nerveuse. Et on peut mettre aussi, dans ce que j'ai retrouvé, l'hyperphagie boulimique. La littérature dit que les études sont limitées, mais toutefois les données sont plus favorables qu'en anorexie, sur certains aspects. La boulimie semble mieux réagir aux approches psychothérapeutiques. Et l'hypnose a pu être utilisée comme adjonction pour diminuer l'impulsivité, les envies et les composantes émotionnelles. Il y a des résultats mixtes et méthodologiquement limités. Certaines revues signalent une hypnotisabilité plus élevée chez des patients boulimiques. Ce sont toutefois des données anciennes. En résumé, on peut conclure que les preuves sont insuffisantes pour recommander l'hypnose comme traitement autonome. Ainsi, la pratique recommandée sont que les traitements de référence restent les psychothérapies validées comme les TCC, ainsi qu'une prise en charge nutritionnelle et psychiatrique selon la sévérité. L'hypnose, encore une fois, peut être proposée en complément pour gérer les compulsions, l'anxiété ou l'impulsivité dans un cadre coordonné. Voilà ce que l'on peut dire là-dessus. Donc des données un petit peu plus favorables que par rapport à l'anorexie, mais toutefois il manque de preuves, et bien souvent ce sera en complément, en coordination avec des équipes pluridisciplinaires. Cela encore une fois paraît assez logique. Et puis aussi, ça m'est arrivé de recevoir des demandes pour cela, et à nous, avec notre bon sens, de voir ce qui est de notre ressort ou pas. Si c'est juste des craquages assez réguliers avec la nourriture, et qu'on n'est pas dans une vraie boulimie puissante, j'ai envie de dire, bah là pourquoi pas accueillir la personne. Mais si c'est quelque chose de bien ancré depuis longtemps, de sévère, là on sera plutôt dans l'ordre médical. Et nous on va venir en complément avec cela. Si on devait résumer un petit peu tout cela, eh bien, on voit que l'hypnose peut aider sur des sujets comme la gestion de l'anxiété, la gestion des envies, la douleur, certains symptômes associés à des pathologies. Mais que pour des pathologies graves comme l'anorexie, la dépression sévère, un sevrage alcoolique, ici la priorité est clairement médicale. On voit aussi que la littérature est assez hétérogène sur tout cela. Par exemple, pour l'alcoolisme et la boulimie, l'hypnose apparaît parfois utile en complément d'un programme structuré. Pour l'anorexie, les preuves robustes font clairement défaut et le risque médical impose une prise en charge pluridisciplinaire. Également, si un patient présente des idées suicidaires, une malnutrition, des signes de sevrage sévère ou des symptômes psychotiques, ici, il est impossible de compter uniquement sur l'hypnose. Il faut s'orienter vers une urgence médicale et une prise en charge spécialisée. Vous voyez, il est possible à travers la littérature, à travers les recherches, de voir un aperçu un peu plus précis de ce que l'on peut apporter, nous, en tant que hypnopraticiens, et ce qui parfois fait défaut dans la littérature, dans les preuves apportées par rapport à l'efficacité de ces techniques. À nous de faire les bons tris, les bons choix, et d'être en cohérence avec notre déontologie. Si vous voulez soutenir cette chaîne, je ferai davantage de vidéos avec des appuis scientifiques. Je trouve que c'est ça qui manque un petit peu dans ce monde de l'hypnose et ce que je compte apporter à travers donc cette chaîne YouTube. Et ben n'hésitez pas à vous abonner, à commenter aussi, puisque c'est des sujets qui peuvent apporter des débats, et je serais content que cette chaîne puisse apporter ces débats passionnants aussi autour de tout cela.
et apporter vos éclairages en tant que praticien ou en tant que patient même, hein, à commenter sous la vidéo, la partager si vous connaissez des gens qui pourraient s'intéresser à ces sujets-là. Et puis, j'essaierai d'alimenter aussi de façon plus fréquente, l'Instagram, Yannick Kerwanton Hypnose, sur des vidéos courtes, hein, de 30 secondes, 1 minute, mais toujours avec des appuis scientifiques, en tout cas, la plupart du temps. Donc, nous verrons bien comment je peux alimenter tout cela. Sur YouTube, ce sera plutôt tous les 15 jours, je pense, et sur Instagram, plusieurs fois par semaine. Donc n'hésitez pas à aller vous y abonner aussi. J'espère que tout cela vous plaira. Et puis, je vous dis à la prochaine pour d'autres sujets.